monde, donc Jacques Milon. Je vais vous présenter maintenant le projet que l'on a et de vous faire une formation certifiante sur l'amélioration continue et de faire un accompagnement sur cette amélioration continue, sur le métier de responsable d'amélioration continue. Donc je vais vous présenter les enjeux, des exemples, une méthodologie qui permet de démarrer quand on n'a pas démarré, une méthodologie qui peut aussi s'amplifier ou s'améliorer si besoin était. Et donc voilà ce que je vais vous présenter. Donc premier temps, le métier de responsable d'amélioration continue. Deuxième temps, pourquoi initier des projets d'amélioration continue? Qu'est-ce qui fait que ça serait intéressant pour votre entreprise? Et quels seraient les bénéfices pour votre entreprise et pour vos salariés? Donc, tout d'abord, il y a deux niveaux. Il y a l'amélioration dite au niveau de l'entreprise, qui va être faite, je dirais, ou initiée plus exactement par le top management. C'est-à-dire qu'il y a certains axes pour lesquels vous voulez développer l'entreprise ou sur lesquels vous voulez développer l'entreprise pour capturer des marchés nouveaux, de nouvelles parts de marché avec vos clients existants ou développer l'entreprise sur des sujets bien précis. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'amélioration au niveau de l'entreprise. Ce sont les sauts techniques et technologiques importants, donc qui vont être plutôt des innovations majeures, des redéfinitions, du re-engineering. Ça va être vraiment des projets qui seront un petit peu plus lourds que le reste, mais qui seront initialisés par le top management et par la stratégie de l'entreprise. La deuxième partie, c'est l'amélioration des processus et des produits. Donc ça se fait essentiellement à partir de vos datas internes, quand elles existent. Des fois, elles existent, mais elles ne correspondent pas exactement à ce que l'on veut faire, donc il faut peut-être les améliorer. Mais très souvent, elles existent, enfin au moins les datas de base, tout ce qui est retouche, non-conformité, des retours d'expérience d'opérateurs. Si vous avez déjà mis un petit peu de management visuel dans votre entreprise, ça, c'est des choses que vous pouvez déjà récupérer facilement. Et puis, comme je disais juste avant, c'est de toute façon, il faut se donner les moyens de faire ce métier d'amélioration continue et de responsable d'amélioration continue. Donc, ça passera quelquefois par des datas qu'il faudra réévaluer ou reformuler. Il y aura aussi les datas des clients. Si vous avez quelquefois des écarts ou des retours ou des choses qui vous sont signalées, qui sont des mécontentements ou des non-conformités ou des dérogations ou des choses comme ça. Donc bon, à partir de ces éléments, de tous ces éléments, donc les éléments internes, les éléments externes, et de la consolidation que l'on peut en faire, on va pouvoir démarrer également des processus d'amélioration sur le processus lui-même ou sur certains produits qui le nécessitent et qui le méritent. C'est ce qu'on appelle l'organisation apprenante et le learning organization. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire dans une entreprise, soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour l'ensemble des éléments qui vous sont présentés sur cette planche. Donc, ce que l'on cherche, c'est atteindre le niveau benchmark international, les meilleures pratiques, les mettre en œuvre, essayer de se maintenir à ce niveau-là. On essaye de fidéliser ses clients et de se donner les moyens d'atteindre les nouveaux marchés. C'est ça le but de la démarche d'un responsable d'amélioration continue. Qu'est-ce qu'il aura en charge, ce responsable d'amélioration continue? Il aura en charge de rendre cohérent le cadrage donc, que l'on a vu tout à l'heure, qui était issu des orientations du top management, avec la vision locale de terrain au niveau d'une équipe, au niveau d'un atelier, au niveau d'un point particulier, d'un service. Ça peut être un service achat, ça peut être un service qualité, ça peut être un service maintenance. Donc, vous voyez, ça fonctionne aussi au niveau des services. Et donc, ça va permettre d'apporter une vision claire à l'ensemble des opérateurs et à l'ensemble des salariés de l'entreprise et de dire, oui, bon, j'ai bien compris que les orientations du top management que j'ai lues à travers la présentation de début janvier ou de fin décembre ou à travers la note et la directive que vous avez donnée sur les objectifs de l'entreprise, eh bien, ça va servir à rendre cohérent tout ça et apporter la vision claire de quelle est la part de chaque personne, la part de chaque service, la part de chaque département, de chaque atelier dans l'orientation du top management et qu'est-ce que je peux faire en plus à mon niveau. Donc, c'est aussi piloter une équipe en SQCDP. Donc, SQCDP, c'est le management visuel, donc le S de sécurité, le Q de qualité, le C de coût,
le D de delivery, donc les livraisons, et le P de people, plutôt les compétences, les choses comme ça. Alors, si on n'agit que sur certains de ces sujets-là, SQCDP, sur un ou deux seulement de ces sujets-là, on a des risques qui se créent. Alors, il est assez risqué pour l'entreprise de dissocier le Q, le C et le D en particulier, donc qualité, coût et délai. Parce que dans un cas, vous aurez un produit qui sera parfait mais pas cher, c'est-à-dire vous avez une qualité qui est vraiment au top niveau, peut-être au-dessus même des exigences de vos clients. Dans le deuxième cas, vous avez un bon rapport qualité-coût, mais le produit n'est pas dispo, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à le livrer à temps, donc ça peut être un handicap assez important aussi. Et dans l'autre cas, c'est un produit bas de gamme, c'est-à-dire que ce que vous livrez n'a pas la qualité requise, et donc vous allez avoir beaucoup de retours, beaucoup de retouches, beaucoup de surcoûts supplémentaires liés à la qualité de ces produits. Donc il aura aussi à agir avec agilité, ça veut dire que il sera en permanence en liaison avec le terrain pour pouvoir réagir, je dirais, en tant qu'ajustement, puisque les grandes lignes sont données, les choix sont faits. Donc agir avec agilité, c'est de dire, bon, quand on a décidé un plan d'action, par exemple, si le plan d'action a du mal à se réaliser, ou qu'il y a certains délais qui dérapent, on va agir avec agilité pour savoir ce qui se passe, c'est-à-dire récolter les données, demander effectivement qu'est-ce qui a bien pu se passer, qu'est-ce qui nous a empêché de réaliser cette action, et puis pouvoir amener l'effort supplémentaire ou la ressource supplémentaire de la part d'une personne ou d'une autre, ou du responsable amélioration continue directement, pour pouvoir rendre le processus agile et rapide. Donc faciliter les équipes autonomes, c'est tous les circuits courts de décision, c'est-à-dire que localement, il y aura une autonomie. Ce que l'on cherche à faire, c'est à donner une autonomie cadrée de certaines équipes pour pouvoir avancer sur les sujets très rapidement et que les problèmes se résolvent très rapidement. Donc là, il y a un petit schéma là, qui représente un petit peu ce problème, c'est-à-dire plus vous allez vers la qualité parfaite, donc vers le sommet qui est en bas à gauche, et bien, plus vous vous éloignez, plus vous avez un risque, je dirais, d'avoir une livraison tardive et un coût élevé. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Et pareil pour les autres sujets. C'est un triangle qui essaye de montrer un petit peu l'influence d'un paramètre sur les autres. Donc l'idée, c'est quand même d'impliquer 100% du personnel terrain au quotidien, donc l'amélioration continue locale au niveau d'une équipe avec le SQCDP, ça permet de faire participer tout le monde et de mettre tout le monde au courant, au même niveau, et de les impliquer sur des sujets pour lesquels ils vont être responsabilisés. Pourquoi initier des projets ? Donc, vous avez tous constaté ces derniers temps que l'accélération du changement, le contexte à évolution rapide, les cycles réduits, ces choses-là sont des choses qui se produisent très régulièrement et malheureusement on le vit actuellement avec la crise sanitaire. Donc l'idée c'est aussi de protéger les clients et d'assurer la continuité de l'activité, ce qu'on appelle le business continuity, et éviter les plans de rattrapage, puisque chaque fois qu'il y a plan de rattrapage, vous avez des surcoûts qui interviennent immédiatement, puisque les clients vont venir chez vous. Et si vous avez plusieurs clients qui viennent chez vous, c'est beaucoup de temps à y passer. Et donc, l'anticipation par la protection du client avec l'amélioration continue, avec des projets d'amélioration continue, et puis la garantie d'avoir une continuité dans l'activité, ce sont des choses qui vont permettre d'éviter ces temps perdus avec les clients qui vont passer chez vous. Ici, il y a une petite formule, donc pour bien faire comprendre, donc c'est prix de vente, PV, égale les achats plus la valeur ajoutée, moins les dépenses ajoutées, et plus ou moins de bénéfices. Qu'est-ce qui se passe en général dans une entreprise? C'est que le prix de vente, il est contractualisé, donc il est fixe, même parfois c'est X% de moins chaque année. Les achats, vous les avez contractualisés si vous avez fait le travail complètement, et du coup, c'est un prix qui est figé aussi. Donc il vous reste les paramètres valeur ajoutée et dépenses ajoutées sur lesquels vous pouvez agir. Et en fonction du fait que vous êtes capable de supprimer les dépenses ajoutées ou pas, vous aurez plus ou moins de bénéfices. Voilà ce que ça veut dire, cette petite formule. Et donc c'est ça qui est intéressant à savoir, c'est que le projet d'amélioration continue va vous permettre d'accéder à ces améliorations. Donc ensuite, il y a un point aussi que l'on avait noté. Donc moi, j'ai déjà entendu dans les entreprises les clients dire
j'en ai marre d'être votre service qualité, donc ou votre contrôle qualité. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter parce qu'évidemment, ça fait une très mauvaise presse pour l'entreprise. L'image de marque est atteinte, et puis tous les ennuis associés, quoi, hein, puisque vous avez des allers-retours de produits ou de personnes entre les sites. Et puis, vous avez donc des retards et des cycles qui s'allongent, enfin des cycles qui s'allongent et plutôt des retards qui arrivent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'éviter et ne pas laisser le service qualité se déborder par le client qui fait ses recherches ou qui tombe sur ces problèmes. Donc les axes et les leviers que vous avez, c'est l'organisation, hein, donc avec tous ces sujets, périmètre, progrès, management visuel, les idées, les contrats d'objectifs, les benchmarks internationaux, ça c'est des possibilités, c'est des axes et leviers. Compétences, donc la gestion des compétences, entretien individuel, les formations, l'enrichissement de poste, la prévention des risques. C'est pas exhaustif, hein, mais c'est les principaux thèmes. Les processus, donc la surveillance des processus, que ça fonctionne bien, la surveillance des produits, la qualité, des choses comme ça. Les analyses que l'on en fait, hein, on a des données, est-ce qu'on les analyse, est-ce qu'on en tient compte pour s'améliorer. Les audits de qualité interne, quand vous en faites, vous trouvez des écarts, donc vous avez aussi des possibilités d'amélioration. Et enfin, sur les ressources, les méthodes de planification, les relations clients-fournisseurs, ces choses-là, hein, c'est pas exhaustif, mais bon, c'est des pistes qui sont sérieuses et qui permettent de démarrer des projets. Donc, un petit peu plus concrètement, on va dire comment on fait pour structurer un projet d'amélioration continue. Eh bien, c'est assez simple. On va agir à la fois sur le préventif et sur le correctif. Vous l'avez, je pense, bien compris. On va rechercher des axes d'amélioration à travers les autodiagnostics, les audits internes, les évaluations, les briques de maturité de Space, les Gemba Walk, donc les démarches que l'on fait de visite critique positive de l'atelier, les expériences personnelles que vous pourriez avoir, hein, suivant les personnes qui sont responsables, ils peuvent avoir des expériences passées qui sont tout à fait profitables, des formations qui ont lieu, qui n'ont pas lieu, des choses comme ça. Donc on va rechercher au niveau opérationnel des axes d'amélioration. C'est le management opérationnel qui a en général les clés du succès. Et puis, il y a les stratégies et les objectifs de l'entreprise. Donc là, c'est plutôt le management stratégique, c'est tout ce qui est benchmarking, diversification, les marchés, des rachats, des consolidations d'entreprises, des choses comme ça, ou parfois même des besoins de survie de l'entreprise. Hein, donc, c'est des choses comme ça qui vont être récoltées. Donc, côté rechercher les axes d'amélioration, on va collecter les données. Ça va être les indicateurs de performance interne, les indicateurs de performance externe, non-conformité, retouche, dérogue, rebut, retour, disponibilité des moyens, ce qu'on appelle les TRS, TRG, les compétences. Alors les compétences, c'est les compétences j'ai aujourd'hui des salariés et des opérateurs qui ont ces compétences-là, donc c'est déjà identifier ça avec leur niveau, donc leur niveau et volume. Et puis en face, j'ai des marchés, mais j'ai besoin de quelles compétences pour ces marchés, j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Voilà, ben, je regarde avec tel niveau et tel volume dans le temps, et ben, je regarde s'il y a coïncidence ou pas et s'il y a des pistes d'amélioration sur ces sujets-là. Donc, quelquefois, les données ne sont pas suffisamment performantes, j'en ai parlé, ou pas suffisamment précises. Et donc, on va créer des données qui sont utiles au projet que vous voulez mener. Au bout du compte, ce qu'on va avoir, c'est un diagnostic, hein, on va avoir un panorama hein, de tout ça, quoi. On va évaluer les intérêts des différents axes. Donc, ça va être une liste d'amélioration. On va avoir une quantification, une priorisation, des orientations, des planifications, et finalement, des décisions. Hein. Planification, c'est pas la planification précise dans un premier temps, c'est de dire ça c'est du court terme, ça c'est du moyen terme, ça c'est du long terme, et donc c'est plutôt comme ça qu'on le voit. Et du coup, on est capable de décider et de faire une proposition sur un plan de progrès cohérent pour l'entreprise, à la fois sur le plan stratégique et à la fois sur le plan opérationnel. Donc, vous avez retenu ces axes. Hein, la mise en œuvre, ben, elle est assez simple. Hein. Il va y avoir une phase d'information et de communication qui est bienvenue en général pour tout le monde, pour bien comprendre et pour bien aligner tout le monde quand elle provient du top management. Hein, c'est-à-dire qu'on donne ce qu'on appelle l'empowerment à la personne qui est en charge de l'amélioration continue, en lui disant, bon, voilà, c'est lui qui est nommé responsable, voilà les axes que nous allons développer, ça va démarrer à telle date, se finir à telle date, il y aura du court terme, du moyen terme, du long terme, on va y consacrer des ressources de telle et telle façon, et donc voilà, et après on va pouvoir démarrer avec un responsable d'amélioration continue qui sera, je dirais, droit dans ses bottes et bien
bien implanté. Donc ça va passer par une organisation qu'il va falloir mettre en place. Donc c'est pas très compliqué, mais il faut quand même le regarder pour expliquer comment ça fonctionne. Il y aura sans doute des formations. Si par exemple vous choisissez les pistes du 5S ou des choses comme ça, on peut pas faire du 5S sans faire des formations. Donc voilà. Il y aura des analyses avec les données que vous aurez collectées. Il y aura des solutions qui seront proposées. Parmi ces solutions, on en choisira quelques-unes. On fixera des objectifs, voilà un petit peu comment se déroule la mise en œuvre. On va créer des routines, c'est-à-dire comment on gère cette affaire au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait au niveau local, c'est-à-dire terrain, au niveau management intermédiaire, au niveau top management. Tout ça, ce sont des routines que l'on va mettre en place. Ensuite, ce sont des plans d'action. Il faudra des actions. Le suivi et la réalisation de ces plans d'action qui permettra de faire du reporting pour savoir où est-ce que nous en sommes, si ça avance pas, et quelles sont les tendances. Ici, il y aura une phase d'agilité, c'est donc savoir s'adapter vraiment, je dirais, à chaque fois que l'on va rencontrer une difficulté, il va falloir s'adapter pour trouver la solution. Et si la personne qui est en charge de cette action n'a pas la solution ou n'arrive pas à mettre en œuvre cette solution, il va falloir que le responsable d'amélioration continue ou le top management vienne en support pour faciliter cette mise en place d'action. Et finalement, on vérifiera qu'on a atteint l'efficacité que l'on s'était promis d'atteindre pour ces sujets-là. Donc par la suite, on est bientôt à la fin. Donc par la suite, j'ai mis quelques exemples de projets que vous pouvez traiter. Bon, il y a l'interne et l'externe, bien sûr. Donc, bon, il y a les standards, réduction de la non-qualité interne, mettre en place des équipes autonomes, s'appuyer sur le 5S pour ça, l'amélioration des pics PDP, les déploiements du SPC, Statistical Process Control, les implantations que l'on peut revoir, des flux, des réductions de stock et d'encours, le SQCDP, donc mise en place du management visuel si c'est pas déjà fait, le QRQC, Quick Response Quality Control, l'amélioration du processus en général, de la gestion de maintenance, tout ça ce sont des sujets que l'on peut aborder, c'est pas exhaustif. D'une manière générale, en interne, on peut y rajouter aussi tout ce qu'on appelle les irritants. Vous savez, si vous faites le tour dans l'entreprise, vous allez vite vous apercevoir qu'il y a des choses qui irritent tout le monde ou plusieurs personnes. Et ça, on peut en faire une liste assez facilement, de façon à pouvoir mettre en œuvre ce qu'on appelle les quick wins. Les quick wins, ça veut dire que c'est des choses que l'on a vues, qui sont faciles à résoudre. Et ça, c'est important de le prendre en compte de suite pour pouvoir démontrer à toutes les équipes que ce sont des choses qui avancent et que l'amélioration continue, c'est pas juste un projet, c'est vraiment quelque chose de concret qui va permettre de faciliter la vie et le travail de tout le monde. Voilà. Côté client, lui, c'est comme d'habitude, vous devez même viser le zéro défaut chez le client. Alors bien sûr, on sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'en interne, vous pourriez avoir quelques défauts, mais comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas attendre que ce soit le client qui les découvre, on va tout mettre en œuvre pour que ce soit nous qui les découvrions et puis surtout les éradiquer. Zéro dérogation, on peut travailler sur l'expression des besoins. Voilà. Donc pour les côtés fournisseurs, vos fournisseurs, il y a tout ce qui est réduction de cycle, les rationalisations de type ABC, délégation de qualité, déploiement des EDI si c'est pas fait, les stratégies achats, management suivi des fournisseurs, etc., etc., etc. Tout ça, ce sont des choses que vous pouvez mettre en œuvre. Parfois, l'amélioration continue d'une entreprise, c'est la combinaison de plusieurs de ces sujets à un projet plus vaste. Mais attention, qui dit projet vaste dit ressources plus importantes. Et il ne faudrait pas démontrer que vous avez du mal à arriver au bout d'une amélioration. Voilà, c'est le risque. Et puis les projets communs, c'est quand on les fait avec les clients ou avec les fournisseurs. Donc voilà à peu près tous les sujets sur lesquels vous pourriez agir. Moi, j'en ai terminé. Donc oui, valeur ajoutée, création de richesse, bien entendu. Donc j'en ai terminé. On passe peut-être à la phase question, non? C'est ça, si j'ai bien compris. Oui, merci Jacques pour cette présentation. Donc, voilà, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur l'application que je suis en train de réouvrir parce que je l'ai perdue. Voilà, pour pouvoir les poser. Donc Jacques, j'ai pour l'instant une question. Donc
je vous réinvite à les poser. Euh, une question, est-ce qu'on peut commencer la démarche d'amélioration continue en l'absence d'une organisation dédiée à cela, Jacques? Alors, la réponse est oui, on peut, bien sûr, on peut démarrer localement, hein, même si on n'a pas une organisation amélioration continue en place sur la totalité de l'entreprise. C'est souhaitable, hein, bien entendu, que ce soit la totalité de l'entreprise. Mais si par cas ce n'était pas le cas, on peut démarrer ce qu'on appelle un pilote à un endroit, hein, une phase pilote à un endroit. Hein, et oui, on peut démarrer l'amélioration continue, absolument. D'ailleurs, pour ceux qui font du SQCDP, ils n'ont pas forcément mis en place une grosse structure d'amélioration continue, et on peut dire qu'ils sont déjà en amélioration continue. Donc, c'est possible, oui. Ok, merci Jacques. J'ai une deuxième question qui vient d'arriver. Alors, comment faire adhérer les sceptiques à l'amélioration continue? Donc, je ne pense pas que ce soit nos amis qui soient connectés qui soient sceptiques, mais effectivement, dans une entreprise, il va falloir embarquer les équipes, c'est-à-dire que le pilote, il va falloir aussi lui donner je dirais, des armes. Alors, je sais pas ce que c'est des armes ou est-ce que c'est des bonnes pratiques pour embarquer les équipes. Donc, comment en fait faire face à la résistance au changement ou au scepticisme qu'il peut y avoir dans le lancement d'une démarche d'amélioration continue? Alors, dans la présentation, il y a un élément qui est important, hein, qu'il faut bien prendre en compte, c'est l'aspect communication du top management. C'est-à-dire que dès l'instant où le top management dit je veux aller dans cette direction, bon, il y a des chances que tout le monde suive, enfin, ou la plupart des gens vont suivre. Si c'est pas fait, l'empowerment de responsable d'amélioration continue est un peu plus délicate, et du coup, ça va être son charisme qui va être mis à l'épreuve pour faire fonctionner tout ça. Si c'était le cas, s'il se trouvait dans cette situation, hein, dans tous les groupes, de toute façon, vous avez une proportion de personnes qui sont tout à fait d'accord pour y aller, une proportion de personnes qui ne savent pas, qui disent bon, je vais attendre, je vais voir. Donc cela, au fur et à mesure que vous allez travailler, si vous démontrez que ça fonctionne bien, ils vont rejoindre ceux qui étaient déjà favorables au départ. Et puis vous avez les contres. Bon, ben les contres, c'est pas très grave. Hein. S'il en reste un ou deux, vous les laissez contre. Ils vont se retrouver peu à peu, je dirais, isolés dans leur conviction. Et la plupart vous rejoindront. C'est juste une question de temps. Voilà. Après, si c'est un gars qui a 60 ans ou 61 ans et qui est à 6 mois du départ à la retraite, bon, ne vous embêtez pas. Hein, l'embêtez pas et vous embêtez pas. Vous attendez, au bout de 6 mois, il sera parti, l'affaire est réglée. Quoi, voilà. Ok, merci Jacques. Alors, je vois, est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais, alors, comment démarrer ce type de démarche quand l'entreprise est déjà en mode survie avec des ressources en chômage partiel? Alors ça, c'est une question d'actualité. C'est une question d'actualité, effectivement. Donc, bon, bien sûr, vous pouvez travailler sur ce sujet que quand les personnes sont là. Hein, quand elles sont pas là, effectivement, vous avez pas la possibilité de faire de l'amélioration continue, pas plus d'ailleurs que de faire d'autres activités. Donc, à la rigueur, sur du télétravail, on pourrait éventuellement faire quelques trucs, mais en chômage partiel, on ne peut rien faire. Comment on peut démarrer quand même avec le temps de présence qu'ils auront dans l'entreprise, ben de la même façon qu'avec les autres, mais en faisant des projets qui vont être orientés, je dirais, sur la survie de l'entreprise, quoi, pour bien leur faire comprendre que si on le fait, c'est aussi pour permettre à l'entreprise de repasser dans un mode de fonctionnement normal, à savoir temps complet avec tous ses salariés, tous ses opérateurs. Donc, je pense que ça, c'est faisable. Maintenant, il faut s'assurer qu'on ne va pas noyer les ressources avec ça, hein, et que on aura la part des choses faites entre l'activité purement opérationnelle, je dirais, et de production et l'activité d'amélioration continue. Ceci étant dit, très souvent, quand on parle de SQCDP, par exemple, les gens, quelquefois, ils me disent, mais le SQCDP, tant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Et oui, mais bon, vous le faites d'une autre façon, mais vous le faites aujourd'hui. Et donc, c'est un changement dans l'organisation, un changement de responsabilité, hein, souvent dans l'organisation, qui fait qu'au lieu de travailler d'une façon, on va travailler d'une autre façon qui va être plus bénéfique à l'amélioration continue et à l'entreprise. Donc, au bout du compte, en dehors des quelques formations spécifiques, les ressources ne seront pas plus consommées, et j'aurais même tendance à dire qu'elles devraient l'être moins au bout du compte, quoi. Puisqu'il y aura plus d'autonomie,
plus de rapidité de décision et d'action. Hein. Merci Jacques, merci. Je rajouterai juste, Marie peut-être nous éclairera là-dessus. Pendant la période de chômage partiel, vous avez aussi les aides qui vous permettent de former. Et c'est bien le but de ce que va proposer Space Academy, de former vos équipes sur la démarche. Donc, ce temps peut être mis à profit dans votre, je dirais, mode survie pour former vos équipes sur cette thématique-là. Marie sûrement nous donnera plus d'informations sur les aides possibles. Deuxième question qui remonte, pourra-t-on avoir les supports? Oui. Alors, ça dépend de quel support on parle, c'est-à-dire des supports d'information. Je pense que Jacques, tu as des boîtes à outils que tu distribues avec la formation ou des templates peut-être. Donc, la question, je te la pose, pourra-t-on avoir les supports pour les diffuser en interne et accompagner le projet d'amélioration continue? Oui, oui, bien sûr, oui. Oui, Ok. oui. Après, vous allez voir plus de détails avec ce que va présenter Marie et Didier. Donc, vous verrez tous ces outils là, qui sont à l'intérieur. Effectivement, oui, ils seront mis à disposition. Oui. Il y a encore deux questions, donc ça y est, nos amis sont lancés sur leur smartphone ou leur écran. Avez-vous une idée, donc Jacques, as-tu une idée des ressources humaines nécessaires en fonction de la taille de l'entreprise pour mettre en place initier la démarche ou quel serait le sizing de ressources pour le pilotage quotidien d'amélioration continue? Alors, très souvent, les ressources, vous les avez, elles sont chez vous, elles existent. Donc, c'est juste une question de vérification de compétences. Bon, si jamais la personne n'avait pas tout à fait la compétence, eh bien, raison de plus pour l'inscrire à cette formation certifiante qui est proposée aujourd'hui, parce que c'est vraiment le but, quoi. C'est soit vous avez déjà les personnes et puis bon, vous pouvez démarrer très vite, soit vous les avez pas et puis il faut passer par cette formation là qui va vous permettre de mettre à niveau la personne en qui vous avez décidé de mettre votre confiance pour ce sujet-là. Et puis, bon, à ce moment-là, choisissez une personne très charismatique, reconnue, qui permettra d'obtenir un consensus assez rapidement au départ, quoi. Voilà. Merci Jacques. Je vais me permettre de compléter avec ma propre expérience industrielle. Vous vous rappelez à un moment le slogan « La qualité, c'est l'affaire de tous ». Je pense qu'effectivement, il faut initier la démarche dans vos structures, mais rapidement. Il ne faut pas que cette démarche soit l'affaire d'une seule personne qui a la casquette responsable de l'amélioration continue. Sinon, tout va lui tomber dessus. Et rapidement, un des challenges ensuite, c'est d'infuser cette culture à l'ensemble de vos équipes et que dans leur travail quotidien, ils mettent en œuvre les outils. De la même façon qu'on parlait de la qualité et l'affaire de tous, à tous les niveaux, que ce soit dans les métiers support qu'à l'opérateur qui met en œuvre une valeur ajoutée et qui est sur la chaîne d'assemblage, je pense que le rôle du pilote et de sa direction, c'est de supporter la démarche pour qu'elle devienne la culture d'entreprise et que ce ne soit pas un service dédié qui va devoir à chaque fois pousser les sujets d'amélioration continue, mais que ça devienne une culture d'entreprise. Donc ça, c'est le rôle de votre pilote. Il ne va pas faire que faire, il doit aussi insuffler cette culture pour qu'au niveau des ressources, ce soit bien sûr optimisé. Ok, Jacques, merci. Une autre question, la dernière, je pense. Quel est l'outil? Est-ce que tu définirais un outil de base pour lancer la démarche d'amélioration, le chantier d'amélioration continue? Moi, si j'avais à démarrer aujourd'hui l'amélioration continue dans une entreprise volontaire qui a décidé de se lancer là-dedans avec l'empowerment de la direction, je démarrerais par le Gemba Walk, les briques de maturité et puis le 5S. Voilà, c'est des choses qui sont très très porteuses d'informations. Et l'avantage qu'elles ont, c'est que c'est visible tout de suite et c'est des coups de pine, c'est-à-dire vous allez les gagner rapidement. Et donc après, vous pouvez lancer des projets plus ambitieux puisque vous aurez démontré que ça fonctionne et qu'on sait aller au bout des stratégies et des objectifs que l'on s'est donnés, quoi. Voilà. Ok, donc on commence par le terrain, par la présence sur le terrain, l'implication, la visibilité de l'implication du management dans la démarche, ça c'est important pour mettre la culture. Et avant d'attaquer, on va dire, des VSM de process trop ambitieux, ça c'est lié. Exactement, c'est ça. Sinon, le risque, et je vous dis, si vous attaquez un projet trop ambitieux ou trop important, c'est que vous allez mettre du temps à arriver au bout et que les gens vont se décourager, ils vont dire bon, ça marche pas. Donc il vaut mieux faire des choses plus localisées. Hein, c'est pour ça que je parlais de pilote aussi. Hein. C'est très important. Ça permet de démontrer que ça fonctionne et après on peut déployer tranquillement sur l'entreprise. Voilà.
écoute, merci Jacques pour ces réponses. Je vais passer la présentation maintenant à Marie et Didier. Donc, je vous ai présenté au préalable. Donc, je suis en train de donner le rôle d'animateur à Marie. Marie, tu peux partager ta présentation. Voilà. Merci encore, Jacques. Donc, pareil, sur cette présentation-là, vous pouvez poser vos questions et à la fin, nous allons les poser. Par contre, Marie, on ne voit plus l'écran. Hop. Un instant, j'arrive. Ok. Nous y voilà. Bonjour à tous. Allez, à toi, Marie, et à toi, Didier. Christophe, est-ce qu'on m'entend bien? Affirmatif. Oui. Parfait. Ok, on y va. Donc, Marie Toubin, je suis votre conseillère formation chez Space Aero. J'aborde maintenant la deuxième partie de ce webinaire avec les détails de la formation qui s'intitule « Chef de projet en excellence opérationnelle aéronautique ». Je serai secondée par Didier Brossard qui, lui, nous a aidé à mettre en place, développer cette formation. Ok. Alors, avant toute chose, comment est-ce qu'on va aborder ce sujet, Didier et moi? On va d'abord aborder ensemble le public. Qui former dans votre structure pour conduire l'amélioration continue? On abordera ensuite le programme, la durée, la date de démarrage en 2021. Ensuite, les modalités pédagogiques, les plus de Space, les financements. C'est intéressant avec des aides qui sont accessibles actuellement avec la période de crise. Et enfin, vous aurez en fin de séance mon contact et celui de Yang Lévrier, notre responsable formation, pour pouvoir aborder ensemble des projets futurs. Alors, tout d'abord. Marie, juste essaye de revoir un peu le son de ton micro parce que des fois, ça peut-être éloigne le micro de ta bouche puisque ça coupe des fois. Est-ce que comme ça, c'est pas mal? Oui. Hein? On essaye sur cette slide et puis vous m'ajustez au besoin. Ok. Donc, le public. Le public, ce sont toutes les personnes d'une entreprise aéronautique spatiale qui sont pressenties au poste de responsable amélioration continue ou simplement qui auront ce rôle-là. Effectivement, quand on est dans une TPE ou dans une PME, le terme responsable d'amélioration continue peut paraître un petit peu ambitieux, mais j'insiste bien là-dessus. La démarche d'amélioration continue, grâce à sa formation, elle peut être abordée dans toutes les tailles de structure. TPE, PME, ETI, en groupe. Christophe, est-ce que c'est OK le son? Pas de réponse, bonne réponse. Non, c'est pas terrible, Marie. Là, il faut que tu essaies peut-être de. Alors. C'est comme ça. Là, oui. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Allez. Donc, les personnes qui peuvent se former à cette formation proviennent des services production, qualité, supply chain et méthodes industrielles pour la plupart. Alors, cette formation chef de projet en excellence opérationnelle aéronautique, elle a été développée en 2019. Et cette année, on y apporte une petite modification parce qu'on la propose avec 30% des modules accessibles en classe virtuelle. Le parcours est certifiant sur un total de 25 jours discontinus, ne prenez pas peur. Ces 25 jours sont répartis sur une période pouvant aller de 6 à 8 mois. Pour la session 2021, ce sera 8 mois. On va démarrer pour finir en décembre. OK. La certification, elle est double, je vais vous dire. On a une certification CQPM animateur de la démarche Lean. Et on a aussi, à l'issue de cette formation, un titre Space, chef de projet en excellence opérationnelle aéronautique. Alors, l'objectif en termes de compétences, il est pluriel. Dans cette formation, on apprend à réaliser un diagnostic de performance opérationnelle. On apprend également à identifier les plans d'action nécessaires à l'amélioration. On apprend à déployer les bonnes pratiques, qui sont les composantes de l'excellence opérationnelle. Également à piloter les plans d'action et les équipes, ne les oublions pas, et établir un plan de progrès de la performance dans son entreprise. Donc, réellement, la formation, elle vous accompagne dans votre projet personnel, dans votre structure. Il ne s'agit pas d'un cas d'école
qui sera le même pour tous les participants. Chaque participant de cette formation a bien un projet qui lui est propre, correspond aux besoins de sa structure. Dans les modalités pédagogiques, cette formation, elle est dispensée de sorte à ce que vous soyez suivi par un tuteur. Et là, je vais vous surprendre, le tuteur, c'est Jacques. Jacques, que nous avons écouté en début de session. Donc, ce tutorat individuel des projets d'amélioration continue, il est bien évidemment, et je le répète, adapté à votre structure, avec notamment des réalisations de Gemba Walk. Je rentre un petit peu plus dans le détail. Le parcours de formation, il est composé de 10 modules qui préexistent chez Space et qui sont entremêlés de tutorats individuels. Donc, sur cette slide, vous voyez en rose les sessions de formation, conduite du changement, pilotage des flux avec Gemba Walk, management visuel de la performance, value stream mapping, et j'en passe. Ces sessions sont entremêlées d'un suivi qui est conduit par Jacques. Vous avez sur la droite, à titre indicatif, la durée de chacun de ces modules. Donc, c'est globalement entre 1 et 2 jours. 30% de ces modules sont en classe virtuelle. Démarrage le 4 mai 2021 et vous serez congratulé et diplômé à la fin décembre, avant les fêtes. Cette formation, elle commence par un J0 qui est au-dessus du titre module, définition du projet au regard du référentiel de certification en entreprise. Ça, c'est une demi-journée qui est animée par Jacques avec vous et votre structure uniquement. C'est vraiment de l'individuel pour lancer votre projet. Cette formation de 25 jours sur 8 mois, elle peut se faire sur le temps travaillé et sur le temps chômé. C'est effectivement un point que soulignait Christophe en début de webinaire. On peut profiter du temps qui est permis par le chômage partiel pour se former afin d'être plus musclé lors de la reprise. L'équipe pédagogique, elle est constituée d'experts. Il n'y a pas que Jacques qui dispense les formations. Jacques vous accompagne, mais il est également épaulé d'autres formateurs Space. Et le mix learning, j'en ai parlé un peu plus tôt. Une partie présentielle pour 70% à Blagnac, côté de Toulouse, et une partie distancielle en classe virtuelle via Zoom. Didier, si tu veux bien, je te donne la suite. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, moi, je vais juste insister essentiellement sur à vous présenter la partie plutôt certification, du coup, et puis, comme le dit la slide, on est réellement dans le cadre d'une formation action. Donc, en fait, cette formation certifiante, elle répond donc à un référentiel de certification qui va vous imposer de conduire un projet d'amélioration continue qui lui-même fera l'objet d'un mémoire, donc d'une soutenance devant un jury de professionnels. On y reviendra un peu plus en détail sur la slide suivante. Un petit mot sur la certification. Donc, on est bien dans le cadre d'un CQPM, un certificat de qualification paritaire de la métallurgie. C'est tout simplement un certificat qui a une reconnaissance au niveau national, donc, et qui amène vers une qualification professionnelle, notamment dans les métiers de l'industrie. Ce CQPM, pour utiliser donc plutôt l'acronyme, permet d'acquérir une qualification professionnelle et atteste de l'acquisition de capacités professionnelles nécessaires à l'exercice d'une activité. Ces CQP, en fait, juste pour votre culture, sont créés donc évidemment par la branche professionnelle de la métallurgie et par la Commission paritaire nationale de l'emploi. Ce CQPM est aussi de branche, du coup, est reconnu par la convention collective ou l'accord de branche auquel il se rattache. Donc là, on est effectivement dans le cadre de la branche de la métallurgie, de l'UMM. Il s'agit là, en fait, d'une certification, un CQPM qui a été créé en 2008
qui correspond en fait aussi à une catégorie en fait qui vous ramène à un positionnement sur la convention collective. Donc là, on est dans le cadre, sans aller trop dans les détails, mais dans le cadre d'un CQP donc de catégorie 10 C étoile, qui va vous positionner à minima sur un coefficient 285 de la convention collective de la métallurgie à ce jour. Voilà. Un petit mot sur la qualification Space aussi, puisqu'on a travaillé donc en parallèle et décidé en parallèle qu'il était important que cette certification fasse aussi l'objet d'une qualification délivrée par Space pour lui conférer notamment une spécialité aéronautique. Donc, à l'issue de la formation, vous aurez à proposer, donc, dans le cadre de cette qualification, un plan programme pour votre entreprise qui fera, ou le service, on reviendra tout à l'heure, qui fera l'objet lui-même d'une soutenance et d'une validation devant un jury. On se situe réellement en fait dans le cadre d'une formation action qui vise en fait à valider d'une part l'acquisition de compétences professionnelles opérationnelles et d'autre part qui vous permettent de déployer réellement une démarche d'amélioration continue. Marc, s'il te plaît, la slide suivante, du coup. Alors, on a cherché à symboliser, en fait, le rôle très important que peut avoir l'entreprise dans cette formation-là. Les certifications de la métallurgie place l'entreprise, on va dire d'accueil, entre guillemets, hein, l'entreprise du salarié qui va se former, en fait, et le tuteur de l'entreprise au centre du dispositif de formation. Le CQPM aujourd'hui qui est proposé, qui s'appelle animateur de la démarche Lean, voilà, il fallait s'appuyer sur un certificat de la branche existant, donc on a choisi de s'appuyer sur ce CQPM, animateur de la démarche Lean, propose de valider 9 compétences en fait, opérationnelles que je vous citerai un peu plus tard pour éclaircir un peu le projet. Les compétences, en fait, doivent être impérativement déployées dans le cadre d'un projet tutoré. Donc, il est nécessaire de s'assurer dès le départ, donc, voire même avant même le démarrage de la formation et au plus tard au démarrage de la formation, que l'entreprise, donc, dans lequel le salarié évolue et qui s'inscrit à cette formation, soit en capacité de lui confier une ou des missions, des projets qui couvrent la globalité des compétences visées par le référentiel. Le rôle du tuteur dans l'entreprise est donc essentiel puisqu'il va être garant du parcours du stagiaire et que ce tuteur aussi de l'entreprise, qui peut être un supérieur hiérarchique, qui peut être le patron de l'entreprise, par exemple, qui assure ce rôle de tuteur, va devoir émettre aussi un avis au regard du référentiel de certification sur les éléments qui sont mis en œuvre par le stagiaire, le candidat, lors de la réalisation des projets ou activités professionnelles qu'il a développées. Et donc cet avis, c'est très simple, hein, c'est un tableau dans lequel on va retrouver les 9 compétences et il va faire une évaluation en disant acquis, non acquis, partiellement acquis. Donc, bien évidemment, le rôle du tuteur est essentiel puisque le tuteur de l'entreprise valide, considère que les compétences sont acquises, c'est rare derrière que le jury composé d'experts et donc viennent à l'encontre, on va dire, de la validation de l'entreprise. On est donc dans le cadre d'un CQPM animateur qui couvre en fait 9 compétences. Je vais juste vous les citer, comme ça vous les aurez au moins en mémoire. Hein. Donc, compétence 1, il va falloir que vous diagnostiquiez
la performance d'un processus de délivrance, produit ou de service. La réponse 2 à valider, c'est définir des axes de progrès prioritaires concourant aux objectifs de la démarche Lean. La compétence 3, c'est proposer des leviers ou actions d'amélioration sur les plus pertinents, du coup. La 4, préparer les équipes aux méthodes et outils d'amélioration Lean. La 5, piloter les actions d'amélioration de la performance des processus. La 6, mesurer la performance. 7, détecter et mettre en œuvre des actions correctives. 8, standardiser les bonnes pratiques. Et 9, valoriser les résultats obtenus et les actions mises en œuvre. Dans le cadre de la qualification SPACE, que nous avons souhaité rajouter, si nous avions, entre guillemets, rajouté une 10e compétence qui serait donc établir un plan de progrès cohérent et opérationnel d'une TPE, d'une PME ou d'un service d'une ETI dans le domaine de l'aéronautique. Marie, je te laisse juste continuer sur le… Oui. Alors, sur cette fin de webinaire, nous abordons le sujet des financements. Donc, je commence avec les tarifs. Parmi les participants à ce webinaire, certains d'entre vous sont membres associés de Space. Vous êtes adhérents de Space, votre société est adhérente de Space. Certains autres sont dans des entreprises qui sont non membres ou membres exécutifs de Space. En fonction de ces deux critères, il y a deux tarifs. Naturellement, un tarif préférentiel pour les adhérents de Space à 7 000 € hors taxes par personne pour les 25 jours de formation. 8 500 € pour les autres sociétés. Si vous ignorez si votre société est membre ou non de Space, je vous invite à me contacter. Vous aurez mon contact sur la slide suivante. On aborde désormais les financements possibles. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Avec Didier. Oui, alors du coup, lorsqu'on a imaginé ce dispositif de formation, ce parcours de formation, bien évidemment, nous, Christophe l'a dit tout à l'heure, on est sur un parcours de formation certifiant. C'est effectivement le fait de proposer une formation certifiante vous ouvre automatiquement, on va dire, vous donne accès automatiquement à des dispositifs de financement aujourd'hui existants. Donc, comme vous l'avez à l'écran, qu'il s'agisse effectivement de solliciter le plan de développement de compétences de l'entreprise, en passant par un financement alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en passant par le financement, donc un financement via votre co, tout en sachant que aujourd'hui, les plans de financement de formation prioritaires vont à destination des entreprises de moins de 50 salariés. Voilà. Au-delà, bien évidemment, pour tous les salariés qui souhaitent réintégrer ce type de formation, on a imaginé aussi une formation qui, du coup, du fait qu'elle soit certifiante, est éligible au compte personnel formation, donc ex-droit individuel à la formation. Voilà. Elle peut être aussi éligible au CPF de transition. Alors, CPF de transition, pour les plus anciens, c'est ce qu'on appelait à l'époque le congé individuel de formation, le CIF, qui permet en fait à un salarié de s'absenter de son poste afin de suivre une formation pour se qualifier, évoluer ou se reconvertir. Ce dispositif de formation est aussi éligible au contrat de pro, puisque nous avons conçu donc, la formation de telle sorte à proposer un rythme d'alternance, comme le présentait Marie tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a au total 25 jours de formation sur une durée de 8 mois, ce qui permettrait éventuellement à certains candidats de pouvoir aussi intégrer ce dispositif-là donc dans le cadre d'un contrat pro. Je ne sais pas si on en a en ligne, mais là je m'adresse plus donc du coup à des RH qui ou éventuellement des faisans fonction qui pourraient imaginer éventuellement recruter un candidat dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour
le mettre sur justement un projet d'amélioration continue et conduire l'amélioration continue de l'entreprise. Éligible à ce qu'on appelle désormais la PROA. Donc la PROA, pour faire simple, c'est un dispositif qui permet la reconversion ou la promotion par l'alternance. Ce dispositif peut être mobilisé dans une optique d'évolution, de promotion professionnelle ou de reconversion, donc voilà, par l'entreprise. Ce dispositif PROA est une co-construction, on va dire, entre l'entreprise et le salarié. Après, effectivement, il répond aussi à quelques exigences donc, que je ne vais pas exposer ici, mais s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers. Et enfin, dernier point, il répond forcément à tout ce qui est financement dit FNE, qui a pour objet, ce dispositif FNE, qui a pour objet donc la mise en œuvre de mesures de formation professionnelle afin de faciliter la continuité de l'activité des salariés, notamment. Alors, dans le cadre de la crise Covid, du coup, le dispositif de FNE, formation, a été modifié de manière temporaire, de telle sorte à répondre aux besoins des entreprises en activité partielle ou de longue durée, par exemple, ou par la prise en charge pédagogique de la formation. Donc, ça fait écho effectivement au coût pédagogique, dont au tarif qu'évoquait Marie. Tout en sachant que ces fonds FNE, logiquement, sont accessibles à toutes les entreprises. Donc, il y a quand même un dossier à monter, hein, bien évidemment. Et donc là, si vous souhaitez solliciter des financements FNE, on vous encourage à vous rapprocher de votre opérateur de compétences, hein, l'OPCO, généralement, qui est identifié aujourd'hui, qui est l'OPCO 2I, hein, pour notamment tout ce qui est entreprise adhérente de la métallurgie. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. On a aussi votre disposition, Marie vous le communiquera. On a un petit site, il y a un site internet sur lequel il est facile de se mince, j'ai perdu le mot, de se connecter, sur lequel il faut de se connecter pour avoir effectivement des renseignements sur tous les financements possibles sur la formation. Merci Didier, tu n'as perdu qu'un mot, hein, c'était le dernier, il nous reste 2 minutes. Merci pour toutes ces précisions. Merci Marie. Donc on a un peu de temps pour les questions, mais je pense que alors on n'a pas de questions sur le sujet, ça veut dire que vous avez été clair sur le déroulé, le contenu. On a eu pas mal de questions sur le contenu, les objectifs de la formation. Merci à tous d'avoir participé. Donc voilà, pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Marie Toubin. Vous avez ses contacts qui se sont affichés, je pense. Peut-être Marie, peut-être afficher de nouveau. Voilà, tes contacts pour inscrire vos équipes dans cette démarche-là et mettre en place, déployer cette culture et ces actions d'amélioration continue pour, je dirais, vous aider à être remusclé, plus musclé, comme l'a dit Marie, pour vos actions et votre redémarrage d'activité ou votre continuité d'activité.